Là, c'est un moment important. Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Je dis ça et je prends le temps de le dire parce que, je le précisais mardi, plus de la moitié de la députation sont des gens qui, pour la première fois aujourd'hui, vivront cette période de questions et de réponses orales. Alors, je voudrais simplement une chose, je vous la souhaite bonne et efficace. Je cède maintenant la parole au chef de l'opposition officielle. Je suis très heureux, Monsieur le Président, de me lever aujourd'hui pour poser cette première question au nouveau Premier ministre. Le Premier ministre a lui-même dit à son arrivée en poste, « Nous avons laissé la maison en ordre. 215 000 emplois créés au cours des 4 dernières années. Une performance économique qui dépasse celle de l'Ontario. Une cote de crédit rehaussée par les agences de notation. Et contrairement à notre arrivée en 2014, ce n'est pas des déficits que le nouveau gouvernement a trouvés, mais bien des surplus. Monsieur le Président, la situation enviable dans laquelle on se trouve aujourd'hui n'est pas arrivée par magie. C'est le fruit d'un travail collectif. Les premiers pas du nouveau gouvernement, cependant, n'ont pas envoyé un très bon signal. Le gouvernement a, de fait de nombreux reculs dans les dernières semaines et on s'aperçoit que gouverner, c'est beaucoup plus complexe encore que critiquer. Sans parler, Monsieur le Président, que les promesses ont été nombreuses. Hier, Monsieur le Président, le Premier ministre a lui-même qualifié son discours de moment historique. Mais hier, il a aussi frappé le mur de la réalité. Est-ce que le Premier ministre peut dire aux Québécois que malgré les marges de manœuvre historiques dont il dispose, il ne pourra tenir toutes ses promesses? Monsieur le Premier ministre. De l'autre côté, je pensais que ce serait plus difficile comme question. Monsieur le Président, d'abord, quand on parle d'économie, il y a plusieurs façons de voir l'économie du Québec. Aujourd'hui, on peut dire que, comme dans beaucoup de pays industrialisés, le taux de chômage est bas. Mais le défi aujourd'hui, ce n'est pas l'emploi, c'est l'emploi de qualité. Malheureusement, le Québec a un salaire moyen 11 % plus bas que l'Ontario. Le défi au Québec, c'est de réduire notre écart de richesse pour cesser de recevoir de la péréquation. Le Parti libéral semble satisfait de la situation économique du Québec. Nous, on n'est pas satisfait de notre côté. Ensuite, le chef de l'opposition officielle parle de l'équilibre budgétaire. Il faut rappeler que cet équilibre budgétaire a été réalisé sur le dos des contribuables. On a eu des augmentations de taxes et de tarifs qui font qu'actuellement, les Québécois sont les plus taxés en Amérique du Nord. Maintenant, je veux rassurer le chef de l'opposition officielle, tous les engagements de la CAQ vont être respectés. Monsieur le chef de l'opposition officielle, complémentaire. Je suis très heureux de l'entendre, Monsieur le Président. Cependant, quand je regarde ce que j'ai vu hier dans le discours inaugural, la santé, d'abord, n'est clairement pas une priorité. Déchirer l'entente avec les médecins, c'est devenu un réajustement des salaires. Et vous avez évidemment omis de parler du 90 minutes d'attente à l'urgence. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre va dire aux Québécois quels sont les projets qu'il ne pourra pas réaliser? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, effectivement, le gouvernement précédent a augmenté de façon très importante le salaire des médecins. On parle d'augmentation d'environ 50 %. Et dans certains cas, il semble qu'on ait même dépassé le salaire de leurs homologues dans les autres provinces. Donc, c'est pour ça que le président du Conseil du Trésor a convenu en quelques semaines de ce qui n'avait pas été possible de faire par l'ancien gouvernement, c'est-à-dire faire une étude indépendante. Maintenant, la ministre de la Santé et son équipe ont un plan précis. Il faut axer sur la première ligne. Il faut éviter que la moitié des patients se rendent à l'urgence alors qu'ils auraient pu être traités dans un GMF. Donc, on a un plan, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Que déchirer et réajuster, c'est pas tout à fait la même intensité, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand on parle d'éducation,
Monsieur le Premier ministre. On parle également d'infrastructures. On parle, en fait, pour vous, l'éducation est une priorité, mais quand on construit un hôpital ou quand on construit une école, il faut la budgéter et l'inscrire au plan québécois des infrastructures. Est-ce que vous vous engagez à déposer dès lundi un plan qui va inclure un budget d'infrastructure? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, on sait tous qu'il y a un plan d'infrastructure de 100 milliards qui est prévu pour les 10 prochaines années. On pense que c'est possible à l'intérieur de ce plan de rénover les écoles. C'est inacceptable qu'aujourd'hui, 50 des écoles soient en mauvais état. On va régler le problème, on va déposer un plan en temps et lieu. Bon. Troisième complémentaire, M. le Président. Je remarque qu'il n'est pas tout à fait répondu à la question, puisque, encore une fois, il est clair que les efforts qu'il veut faire en éducation, il va être obligé de couper ailleurs. Ça me semble particulièrement clair. Maintenant, Monsieur le Président, il rencontre aujourd'hui la communauté Innu. On va discuter de plusieurs projets. Le nord du 49e parallèle, c'est 70 du territoire québécois. Est-ce que le premier ministre peut nous confirmer que le plan Nord est bel et bien terminé? Monsieur le Premier ministre. Oui, dans le plan Nord, il y a beaucoup de choses. Le secteur minier, mais aussi, éventuellement, la construction, la production d'électricité. Par contre, il faut comprendre qu'actuellement, Hydro-Québec est en surplus d'électricité pour les 20 prochaines années. La vérificatrice générale a démontré que les anciens du gouvernement ont fait perdre 2,5 milliards en signant des contrats pour de l'électricité qu'on n'avait pas besoin. Le nouveau gouvernement va bien gérer le développement de nos ressources naturelles. En principal, je reconnais le député de Robert Baldwin. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Alors, excusez-moi. Les finances du Québec sont aujourd'hui dans un excellent état. Rarement un gouvernement aura eu la chance d'en arriver en poste avec une marge de manœuvre si substantielle. Cependant, la CAQ a fait une panoplie de promesses en campagne électorale, souvent mal chiffrées et grandement sous-estimées. C'est inquiétant, Monsieur le Président, parce que les finances publiques, aussi bonnes soient-elles, ne sont pas un puits sans fond. Alors, le ministre des Finances aura la chance de corriger le cadre financier irréaliste de son parti lors de la mise à jour budgétaire de la semaine prochaine. Mais pour y arriver, il devra faire des choix et être transparent. Des programmes devront être coupés ou des promesses abandonnées s'il veut respecter l'équilibre budgétaire. Alors, Monsieur le ministre, qui seront les déçus de votre mise à jour de lundi? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, l'objectif de la mise à jour est de redonner de l'argent aux contribuables et c'est ce que nous avons l'intention de faire, mais évidemment, par respect pour notre institution, tous les détails viendront lundi. Je n'ai pas l'intention de donner les détails aujourd'hui. Et quant à nos promesses, elles avaient une particularité très positive, c'est qu'elles étaient implantées progressivement, justement pour nous donner le temps de les financer de la même façon. Et soyez rassurés que nous avons l'intention de mettre en place toutes nos promesses et de les financer et, bien sûr, de respecter l'équilibre budgétaire. Première complémentaire, la députée de Vaudreuil. La mise à jour économique est très attendue dans le monde municipal. Ce sont les élus de 1131 municipalités qui sont à boucler leur budget et qui travaillent à respecter la capacité de payer de leurs citoyens. Rien dans le discours inaugural du premier ministre sur les municipalités et sur le transfert du point de la TVQ, tel que promis. La ministre des Affaires municipales peut-elle nous confirmer qu'il y aura ce transfert d'argent neuf dans la mise à jour économique, oui ou non? Madame la ministre des Affaires municipales. Oh, Monsieur le ministre des Finances. S'il vous plaît. Je peux répondre? Vous savez, ceci est le signe, n'oubliez pas que ceci est le signe de l'apaisement. Merci. Je peux y aller?
cette promesse a été faite et sera réalisée. Maintenant, son application est complexe et c'est dans le cadre des consultations prébudgétaires que nous pourrons s'assurer d'une saine mise en application de cette telle promesse. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Robert Baldwin. Très bien, Monsieur le Président. Alors, en plus, le gouvernement devra aussi prendre en considération des enjeux qui n'étaient pas prévus en campagne électorale, à part ces promesses irréalistes. Une de ces mesures qui a surgi maintenant provient du gouvernement fédéral avec sa nouvelle mesure d'amortissement accéléré pour stimuler l'investissement privé, Monsieur le Président. Le Québec aurait avantage à s'harmoniser avec une telle décision. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que Monsieur le ministre des Finances, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je vous rassure, c'est lundi prochain que je donnerai les détails dans toute transparence à tous les Québécois. Et l'investissement des entreprises, c'est extrêmement important. Le Québec affiche un retard et c'est un des principaux vecteurs qui explique notre retard de richesse avec les faibles taux de diplomation. Donc, j'aurai des précisions à apporter lundi sur ce sujet qui est très important, l'investissement des entreprises. Question principale, je reconnais la députée de Maurice-Richard. Merci, Monsieur le Président. Clairement, et plus que jamais, les Québécois souhaitent que l'environnement soit une priorité pour le gouvernement. Aux centaines de milliers de Québécois qui sont mobilisés, qui ont signé le pacte, quelle est la réponse du gouvernement, Monsieur le Président? Baisser nos cibles de réduction de gaz à effet de serre. Est-ce que c'est ça l'audace dont le premier ministre parlait hier? Est-ce que l'on doit comprendre que faire preuve d'audace, que rêver pour nos enfants, c'est bon pour plein de secteurs, mais pas pour celui de l'environnement et certainement pas pour celui de la lutte au changement climatique? Est-ce que la ministre de l'Environnement a déjà abdiqué, Monsieur le Président, ou est-ce qu'elle a l'intention de mettre les efforts nécessaires pour atteindre nos cibles en matière de diminution des gaz à effet de serre pour 2020? Madame la ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, je remercie ma collègue de l'opposition de me poser la question et de me donner l'occasion du rapport qui a été remis par mon ministère aujourd'hui, qui fait état des émissions des gaz à effet de serre 2016. Monsieur le Président, la situation s'aggrave. Non seulement il y a stagnation, mais il y a une remontée de la production des gaz à effet de serre depuis 2014. C'est dans cet état que les gouvernements précédents nous ont laissés. Monsieur le Président, le mandat que le premier ministre m'a remis, m'a confié est très clair. Réformer le Fonds vert et m'assurer que les actions mènent à des réductions de gaz à effet de serre de façon efficace. Je suis au travail. Vous pouvez compter sur moi. Excellent. S'il vous plaît, non. Vous savez, on a établi une règle, pas d'applaudissements. Ça se préparait, je le sentais. Complémentaire, Madame la députée de Maurice-Richard. Monsieur le Président, la ministre ne répond pas à la question, mais je pense qu'il va falloir que je m'habitue, tout comme les journalistes aussi ont l'air d'être en train de s'habituer d'ailleurs. Hier, l'ONU tirait encore une fois la sonnette d'alarme. Hier, Équiterre, Greenpeace, la Fondation David Suzuki, Stephen Guilbeault et nombre d'autres enjoignaient le gouvernement de maintenir les cibles pour 2020. Est-ce qu'on doit comprendre que la ministre a déjà lancé la serviette et qu'elle abandonne le rôle de leader que le Québec a toujours assuré dans la lutte au changement climatique? Madame la ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, les gouvernements précédents nous ont laissés dans une situation lamentable. Réalisez-vous que pour atteindre les cibles de 2020, nous devrions réussir une performance équivalente en 2-3 ans qu'eux ont réussi à atteindre en 25 ans. Nous sommes fermement engagés à atteindre les cibles de 2030. Complémentaire, Madame la députée de Maurice-Richard. Bien, à la lumière de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, Monsieur le Président, clairement, il y a quelqu'un qui va être gêné la semaine prochaine à la COP24. La question, c'est est-ce que ce sera les Québécois ou est-ce que ce sera la ministre de l'Environnement parce qu'elle a abdiqué ses responsabilités? Je reconnais. Madame la ministre. Monsieur le Président, s'il y a un sujet sur lequel on devrait mettre de côté la partisanerie,
c'est l'environnement. Je me rends à la COP24 avec les résultats qui ont été créés par les gouvernements précédents. Maintenant, je prends acte et je prends profit et je tire profit de cette occasion pour pouvoir aller entendre quelles sont les meilleures pratiques qui se font à l'international pour nourrir le plan et la réforme que j'ai à faire concernant le Fonds vert. Merci, Monsieur le Président. Excellent. Okay. Question principale. Je reconnais le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le Québec s'est donné pour lutter contre la crise climatique d'objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Par rapport à 1990, c'est une réduction de 20 % pour 2020, réduction de 37,5 % pour 2030. Les Québécois sont préoccupés plus que jamais par la crise climatique. Ils sont 240 000 à avoir signé le pacte pour la transition et ça continue. Le premier ministre a accepté de rencontrer un des initiateurs, Dominique Champagne. À peine quelques jours plus tard, on constate que c'était pour les apparences quand on voit que la CAQ envisage d'abandonner l'objectif 2020 de réduction des gaz à effet de serre. Plutôt que d'abandonner quand ça devient difficile, le premier ministre devrait se retrousser les manches et agir pour réduire nos émissions. Est-ce que le premier ministre s'engage à inscrire dans une loi nos cibles de réduction des gaz à effet de serre et, comme le demandent des centaines de milliers de Québécois qui ont signé le pacte et qu'il devrait signer lui aussi, à les respecter? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je suis content de la question. Chef de la deuxième opposition, ça va me permettre de bien mentionner les chiffres qui ont été publiés aujourd'hui pour 2016. Malheureusement, ce sont les derniers chiffres qui sont disponibles, le bilan des GES, le bilan libéral. Ce qu'on voit dans ce bilan, c'est qu'en 2014, on avait au Québec 78,4 mégatonnes d'émissions. En 2015, 78,55 et en 2016, 78,56. Donc, on voit là que les émissions augmentent. Donc, depuis 1990, on a réussi seulement à réduire de 9,1 % les émissions de GES. Donc, et on a regardé dans tous les tiroirs du ministère de l'Environnement, on n'a vu aucun plan qui nous amène à moins 20 % en 2020. Donc, on est en train de faire le travail. On va mettre des prévisions, des estimés jusqu'en 2020. On va faire notre possible. Mais actuellement, là, à moins que le chef de la deuxième opposition ait des informations que je n'ai pas, bien, on n'a pas de plan. Il n'y a pas de plan. Complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition, Monsieur le Président, le premier ministre espère depuis si longtemps occuper cette fonction-là que je suis sûr qu'il avait un plan là-dessus. Il est déjà au travail. Construction d'un troisième lien sans études, des motoneiges et parcs nationaux, une usine d'urée polluante à Bécancour. Ça, c'est ce qui se fait actuellement sur la table à dessin du gouvernement. Lorsqu'il a dit hier dans son discours d'ouverture qu'il n'allait pas céder à aucun lobby, ce qui considère que les centaines de milliers de Québécois qui lui demandent d'agir en environnement, c'est un lobby qu'il ne devrait pas écouter, ce lobby des citoyens engagés pour l'avenir de notre planète. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le gouvernement, avec tous les outils, l'ancien gouvernement, avec tous les outils qu'il y avait, n'a pas été capable de sortir de chiffres qui sont plus récents que 2015. Puis là, le chef de la deuxième opposition nous dit que nous, là, après quelques semaines au pouvoir, on devrait avoir eu le temps de bâtir un plan. Monsieur le Président, on ne prendra pas de décision comme le Parti québécois de construire une cimenterie en Gaspésie qui représente les émissions de 500 000 voitures. Moi, je serais gêné à la place du Parti québécois. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre n'est pas gêné d'annoncer un troisième lien sans étude parce que c'était son projet électoral pour la région de la capitale nationale. Nous, on vous propose quelque chose. Adopter un projet de loi anti-déficit climatique qui va s'inscrire dans une obligation légale de respecter nos cibles. C'est notre proposition. J'invite le premier ministre à écouter la population du Québec qui demande des actions. Est-ce que le premier ministre de la CAQ fera preuve d'audace et adoptera un projet de loi qui va baliser et inscrire clairement les objectifs et les moyens pour y arriver pour l'ensemble de le Premier ministre. Monsieur le Président,
c'est pas en déposant un projet de loi avec des formules creuses, des objectifs qui ne sont pas supportés par un vrai plan. Monsieur le Président, le Parti québécois était, il n'y a pas si longtemps, pour le troisième lien. Là, je comprends que le nouveau caucus de 10 députés maintenant contre le troisième lien, comme Québec solidaire. Je ne sais pas s'il y a des rapprochements qui s'en viennent avec Québec solidaire. Monsieur le Président. S'il vous plaît. On a dit intensité mais respect. On écoute. Soyez attentifs, s'il vous plaît. C'est la première période. On l'a fait de bonne façon. Monsieur le Président, notre gouvernement n'aura pas des phrases creuses, des promesses creuses. On va avoir des plans de transport en commun qui vont se réaliser. On va électrifier nos transports. On va avoir un plan chiffré. Question principale. Je reconnais la chef du troisième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Alors, dans un premier temps, j'aimerais féliciter le premier ministre et ses collègues pour leur élection. Je leur souhaite maintenant du succès afin d'œuvrer dans l'intérêt de l'ensemble de notre population. Les temps des slogans électoraux sont terminés. Le moment est venu de répondre aux questions. Et nous en aurons plusieurs. Après avoir passé une campagne électorale complète sans la moindre proposition pour lutter contre les changements climatiques, maintenant qu'il est élu, cette indifférence pour l'enjeu le plus important de notre époque n'est plus tenable. C'est le moment d'expliquer à la population quel est son plan pour lutter contre les changements climatiques. Les souhaits, les belles paroles ne donnent plus rien. Avant-hier, le premier ministre évoquait la révision des cibles de diminution de gaz à effet de serre. Monsieur le Président, ce n'est pas les cibles qu'il faut diminuer, ce sont les gaz à effet de serre. Aucune solution viable, valable, n'est sur la table pour le moment. Construire un troisième lien pour lutter contre les changements climatiques? Non, c'est absolument pas croyable. Si c'est ça son plan, je vous jure qu'on n'est pas sorti du bois. Pendant qu'il propose des fausses solutions, les compagnies gazières et pétrolières continuent de forer. Est-ce que le premier ministre peut s'engager à interdire toute nouvelle infrastructure qui encourage l'utilisation des hydrocarbures? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, dans notre plan, dans ce qui a été proposé en campagne électorale, il y a plusieurs projets de transport en commun. Entre autres, on appuie le projet de tramway à Québec. On appuie aussi un projet dans l'est de Montréal que la chef du deuxième groupe d'opposition connaît bien. On appuie le REM aussi, un train électrique. C'est moins clair du côté de Québec solidaire. Ils étaient contre, sont maintenant pour, alors que le PQ est maintenant contre. C'est compliqué de suivre les deux partis, troisième, quatrième. On dirait qu'il y en a un qui essaie de se rapprocher, puis l'autre essaie de s'éloigner. Monsieur le Président, il y a des gens dans les régions, entre autres, je pense à Chaudière-Appalaches, qui n'ont pas le volume nécessaire pour être capables d'offrir un transport en commun à ces personnes-là, puis qui ont besoin d'une auto. Donc, je comprends que la députée dit qu'il ne faut plus d'auto nulle part. Ça serait trop facile de dire une autre phrase. Non, je me retiens. Mais on a besoin d'auto encore au Québec, puis il y a une période de transition qui est à mettre en place. Première complémentaire, Madame la chef du troisième groupe d'opposition. S'il vous plaît, attentif. Monsieur le Président, le Québec non seulement peut sortir de l'économie des hydrocarbures, mais il doit en sortir rapidement. Il y a 2 semaines, on annonçait la construction d'un gazoduc du Témiscamingue jusqu'au Saguenay. L'Office national de l'énergie nous a déjà avisé que d'ici 2035, 80 de ce gaz qui va circuler sera fait à partir de fracturation hydraulique. Est-ce que le premier ministre veut être associé à ça? Monsieur le Premier ministre. Il s'agit, Monsieur le Président, d'un projet très important pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je regarde le député de Jonquière, qui ne voulait pas de
quick dans les pipelines, mais qui comprend qu'un projet de milliards, on parle de 7 milliards de dollars, un projet qui pourrait permettre de remplacer du pétrole. Il faut comprendre là, que si on met du gaz pour remplacer du pétrole, ça améliore les choses. Comme si on fait des barrages pour remplacer du gaz, ça améliore les choses. Donc, il faut améliorer les choses et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire au Québec. On va essayer aussi d'encourager nos voisins à faire la même chose. Deuxième complémentaire, Mme la chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre nous dit que l'impact du gaz naturel, c'est un peu moins pire que le charbon, le mazout, le pétrole. En fait, c'est comme s'il nous disait que de se faire passer sur le corps par un minibus, ça fait moins mal qu'un 10 roues. C'est la même affaire, Monsieur le Premier ministre. D'ailleurs, les 20 premières années du méthane, vous le savez comme moi, c'est 87 fois celui du CO2. Vous voulez vraiment être associé à ça, avec ce pipeline-là? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, ce qui est important de dire, c'est que ce projet va être revu. Il faudra qu'il y ait une acceptabilité sociale au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On me dit que ça va bien quand même de ce côté-là. Il faudra aussi que toutes les études environnementales soient faites pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact sur l'environnement. Puis il faudra s'assurer aussi que ça amène un bilan qui est meilleur en termes d'émissions de GES. Mais j'invite la chef du deuxième groupe à aller rencontrer les États voisins qui utilisent beaucoup le gaz, essayer de m'aider à les convaincre de transférer à l'hydroélectricité. On va faire des efforts pour réduire les GES. On va avoir un plan, puis on va suivre ce plan. Et je pense que les Pour la question principale, je reconnais le député de Lapinière. Monsieur le Président, dans l'opposition, la CAQ était un parti de promesses toujours non chiffrées. Pire, en campagne, la CAQ a promis mer et monde et tunnels et j'en passe, sans évidemment les chiffrer dans son cadre financier. Tout fait en campagne pour éviter de parler de l'impact budgétaire du coût de ces promesses. Les maternelles 4 ans, un coût d'infrastructure de 4,5 milliards de dollars, les maisons des aînés, 1 milliard de dollars. On entend déjà le premier ministre reculer sur ses promesses. Reculer, est-ce que c'est ça, l'ambition, la fierté et l'audace? Monsieur le Président, pour assurer et par respect envers chaque électeur, le président du Conseil du Trésor peut-il aujourd'hui s'engager, lors de sa prochaine mise à jour budgétaire, à identifier soit les sommes additionnelles qu'il va ajouter au PQI, soit les promesses qu'il abandonnera? Monsieur le président du Conseil du Trésor. Alors, Monsieur le Président, je suis excessivement heureux d'avoir cette question-là de mon collègue de la Rive-Sud à Montréal. Parce que, au cours des dernières années, je l'ai écouté souvent, même si je n'étais pas en chambre ici. Et j'ai vu qu'il y avait l'art de peut-être dire beaucoup de choses et qu'aujourd'hui, je vais avoir la chance de répondre. Premièrement, sur la question des médecins spécialistes. Juste ce petit exemple-là. S'il vous plaît, Monsieur le Président. J'aimerais bien comprendre et rappeler que le Club des médecins, moi ce que j'appelle les M&M, les ministres médecins des dernières années, ont accumulé en termes de dettes envers les citoyens du Québec, Monsieur le Président. J'aimerais bien ça qu'on ait la chance de discuter ça au cours des prochaines semaines, parce que nous allons avoir sur ça une réaction très forte pour aider les citoyens qui, par exemple, au cours, Monsieur le Premier ministre l'a dit, pendant les dernières années, les 15 dernières années, les médecins spécialistes ont vu leur augmentation passer au-delà de 30, même de 40 et de 50 %, et jamais une étude n'a été faite durant ces 15 années-là. Nous allons le faire. Première question complémentaire, Monsieur le député de Lapinière. De décongestion routier à Montréal, 10 milliards de dollars, contre la ligne rose en campagne maintenant ouverte, puis tant qu'à faire un REM dans la liste de Montréal. Monsieur le Président, le premier ministre rappelle souvent qu'il est un comptable agréé, un homme de chiffres. Alors, Monsieur le Président, ça tombe bien parce qu'un PQI, c'est une liste complète, précise, de projets chiffrés et datés. Est-ce que le président du Conseil du Trésor va en déposer un, point final? Monsieur le président du Conseil du Trésor.
Encore une fois, ça va me faire plaisir, Monsieur le Président, d'arriver avec un PQI, ce qu'on appelle un Plan québécois des infrastructures, qui aura été mis à jour. Cependant, ce que j'aimerais vous mentionner, Monsieur le Président, avec toute l'équipe du secrétariat du Conseil et du Trésor, on va s'assurer que les choses qui sont dans ce plan-là arrivent réellement. Je ferai remarquer qu'au cours des 3 dernières années, on avait beau dire qu'on avait 10 milliards de planifiés, on n'était même pas capable d'investir parce que ces projets-là avaient été annoncés sans avoir de réelles études qui étaient faites. Alors, on n'ira pas faire la même promesse pour la même école pendant 4 élections pour arriver que cette école-là n'a pas encore été construite, Monsieur le Président. Alors, on va prendre notre temps, puis quand on reviendra au printemps... Deuxième question complémentaire, Monsieur le député de Lapinière. Monsieur le Président, là, on a de la mesure à comprendre la CAQ parce qu'il me semble que des promesses électorales, ça se fait après avoir réfléchi et consulté, pas avant. Alors, Monsieur le Président, manifestement, le président du Conseil du Trésor nous annonce aujourd'hui formellement que son gouvernement ne remplira pas ses promesses. Alors, changeons la question. Est-ce que, par respect envers chaque électeur, le président du Conseil du Trésor s'engage aujourd'hui, dans sa mise à jour, à identifier les projets qu'il vient de choisir d'abandonner? Monsieur le président du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, ça va me faire excessivement plaisir de répondre à la question. Vous allez voir, on va avoir non seulement l'occasion de réaliser tous les engagements que nous avons faits au cours de la campagne, mais les engagements que vous retrouvez dans le PQI seront réalisés au cours des prochaines années pendant notre mandat, ce qui sera une très grande différence de l'ancien gouvernement, Monsieur le Président. Merci. Question principale, je reconnais la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, le Code Bombardier est devenu gênant pour les Québécois. Après avoir reçu 1 milliard de dollars US de l'argent des Québécois, les dirigeants de Bombardier ont annoncé l'abolition de 2500 postes il y a 2 semaines. On s'attendait à une vive réaction de la part du gouvernement, qui se bombait le torse quand il était de ce côté-ci de la Chambre, mais il s'est écrasé déjà devant les dirigeants de Bombardier. Ce sont 6 personnes qui ont obtenu 33 millions de dollars US en rémunération l'an dernier, 50 d'augmentation sur 2 ans. C'est déjà le chiffre de l'indécence. Quand on coupe 2500 jobs après coup, c'est tout simplement honteux. Le ministre de l'Économie, lui, n'y voit aucun problème. Il refuse de les critiquer. Pire encore, il nous dit qu'il serait prêt à investir à nouveau dans Bombardier sans rien exiger de ses dirigeants. Puisque c'est dans leur portefeuille qu'il va piger, le ministre peut-il dire aux Québécois si, oui ou non, il compte réinvestir dans Bombardier? Ministre de l'Économie, à vous les réponses. Monsieur le Président, premièrement, je pense que l'annonce qui a été faite des coupures éventuelles de 2500 postes impliquant 2100 familles m'a pris très à cœur et dans les minutes qui ont suivi, j'ai convoqué une réunion avec tous les intervenants de la grappe industrielle aérospatiale et je suis très confiant aujourd'hui de reporter que je pense qu'on va atténuer probablement la majorité des pertes éventuelles d'emplois. La question de est-ce qu'on va aider ou non Bombardier a été mis hors contexte. Je pense que l'industrie aérospatiale requiert l'assistance du gouvernement dans certaines situations et pour tous les joueurs impliqués. La seule chose que j'ai mentionnée, c'est que s'il y avait un programme avec des investisseurs étrangers qui viendraient ici au Québec pour aider à promouvoir notre grappe industrielle, on a quand même 40 000 personnes, on a 20 000 personnes qu'on va devoir réengager les prochains 10 ans à cause des retraites. C'est important de bonifier cette grappe-là et c'est important que le gouvernement joue un rôle important pour s'impliquer où ça va être requis. Il n'y a pas eu de promesse de Bombardier, il n'y a pas de demande qui est faite à notre gouvernement. Et à ce stade-ci, je suis en mode de comprendre quels sont les enjeux pour s'assurer qu'on a une grappe qui soit solide dans les prochaines années. Première complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Justement, Monsieur le Président, vous vous rappellerez que quand Airbus a pris le contrôle de la C-Series, le premier ministre disait que c'était un triste jour pour le Québec. Pourtant, la semaine dernière, son ministre nous a dit qu'il a proposé à Bombardier l'aide du gouvernement pour faciliter d'autres causes entreprises, donc en gros pour refaire exactement les mêmes erreurs que les libéraux. Est-ce que le ministre de l'Économie peut nous dire qui il faut croire, lui ou le premier ministre? Monsieur le ministre de l'Économie et de l'Innovation. Monsieur le Président, M. Legault et moi, nous sommes alignés à 100 %. Je n'ai pas voulu critiquer le gouvernement précédent. J'ai dit que l'arrivée d'Airbus au capital de la coentreprise avec le gouvernement et avec Bombardier était non seulement intéressante, était requise. Sinon, l'avion ne volerait pas aujourd'hui. Ce que j'ai dit,
c'est que la structure de la transaction aurait pu être différente et la question de la rémunération des cadres n'est pas pertinente aujourd'hui parce que nous sommes un actionnaire d'une co-entreprise et au niveau de la rémunération des cadres, on a un conseil d'administration, des actionnaires, nous ne sommes pas là. Alors, je pense qu'il ne faut pas mélanger les dossiers. Et dans le futur, si on peut encore intervenir dans des dossiers qui sont porteurs pour l'industrie d'aérospatiale, nous allons le faire encore une fois. Vous permettrez un simple petit rappel. Ici, on se doit d'appeler les députés par leur titre, s'il vous plaît. Alors, évidemment qu'on s'attarde à ça également. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, je vous garantis que les Québécois, eux, ils trouvent ça pertinent. Et je tiens à le rappeler pour qu'on en prenne toute la mesure. Les dirigeants de Bombardier, ils ont reçu 1 milliard de dollars US de la part de l'argent des Québécois. Avec cet argent-là, d'un côté, les dirigeants graissent leur rémunération en s'accordant toujours plus de bonus, et de l'autre côté, ils mettent 2500 travailleurs au chômage. Le ministre va-t-il exiger un minimum de décence et demander aux dirigeants de Bombardier de renoncer à leur rémunération? Monsieur le ministre de l'Économie et de l'Innovation. Monsieur le Président, je comprends très bien la population du Québec d'être choquée de la bonification. Ce que je mentionne, c'est qu'il y a deux dossiers qui sont séparés. Nous n'avons pas d'influence sur la rémunération parce que nous sommes, encore une fois, actionnaires de la co-entreprise. Ceci étant dit, tous les enjeux sociaux qui touchent Bombardier me touchent énormément. La première, les employés qui vont potentiellement perdre leur emploi. Nous avons tout mis en place pour légiférer ça. Deuxièmement, j'ai eu des discussions avec M. Bellemare pour prévoir quelles seraient les prochaines étapes d'une restructuration et à quel moment donné on pourrait être impliqué. Les enjeux sociaux qui sont mentionnés aujourd'hui sont très importants. Il faut comprendre le cadre dans lequel nous pouvons influencer et avoir de l'autorité. Je reconnais maintenant le député de Pontiac. Mais ça viendra, ne vous inquiétez pas. Député de Pontiac pour votre principal. Merci, M. le Président. Entendons-nous bien, le cannabis est un produit qui est nocif pour la santé et comme parents, on souhaite tous que nos enfants n'en consomment jamais. Mais aujourd'hui, 31 % des Québécois de 18 à 24 ans font quand même le choix de consommer du cannabis. Heureusement, ces Québécois peuvent maintenant s'approvisionner de façon sécuritaire en achetant un produit contrôlé avec une teneur en THC connue. Mais la CAQ veut augmenter l'âge minimal d'achat à 21 ans. Même si les experts, même si la Maison Jean Lapointe, même si l'Association de la santé publique du Québec, même si les directeurs de santé publique du Québec, même si l'Institut national de santé publique du Québec nous disent tous que 18 ans, c'est l'âge où on peut réduire les méfaits liés au cannabis, la CAQ veut quand même augmenter l'âge à 21 ans. Ce qui va faire en sorte que tous ces jeunes vont se tourner vers le crime organisé, vont se tourner vers leurs vendeurs du coin. Les Hells doivent être crampés, M. le Président. Pourquoi le gouvernement veut-il forcer ces adultes à se tourner vers le crime organisé? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Monsieur le Président, je remercie le député de Pontiac de me donner la parole aujourd'hui. Et j'en profite aussi pour rappeler à tous nos concitoyens québécois la raison pourquoi je suis ici aujourd'hui. C'est pour défendre les jeunes et les adolescents, principalement au niveau de leur développement, de leur santé mentale, pour s'assurer qu'ils puissent tous avoir un avenir dans la société québécoise. Revenons au cannabis. La tragédie à propos du cannabis, et ce que le député a oublié de mentionner, c'est qu'un tiers des adolescents consomment du cannabis, et ça affecte leur réussite scolaire, et ça affecte leur vie. Et moi, je suis ici pour les protéger, et je veux qu'on en parle. Ce que la science a dit à propos du cannabis, c'est que jusqu'à 25 ans, le cannabis détruit les neurones. Et plus on commence tôt, pire c'est. Et ce qu'on dit aussi, c'est qu'une consommation peut entraîner un épisode psychotique chez un jeune. Et ça, il faut les protéger. Et ça, on va s'attendre à les protéger. En augmentant l'âge, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de retarder la première consommation du cannabis, Monsieur le Président. Nous, c'est clair le message à la CAQ. Le cannabis, c'est légal, mais ce n'est pas banal. Merci, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député, s'il vous plaît. Première complémentaire, Monsieur le député de Pontiac. Merci, Monsieur le Président. Les experts en santé publique, Monsieur le Président, disent tous que 18 ans, c'est l'âge approprié pour limiter les méfaits. Et d'autres, Monsieur le Président, affirment que 25 ans, c'est l'âge où le cannabis n'affecte plus le développement du cerveau. Mais personne ne parle de 21 ans. Alors, il vient d'où leurs 21 ans, Monsieur le Président? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une moyenne entre 18 et 25? Depuis quand on utilise une moyenne en santé publique, Monsieur le Président? Monsieur le Président, qui a inventé à la CAQ ce chiffre magique de 21 ans? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux.
Monsieur le Président, je le répète, la tragédie, c'est qu'un ado sur 3 consomme de marijuana. 25 ans, c'est l'âge où les dommages sont maximaux. Mais la FMSQ nous appuie, l'Association des médecins psychiatres nous appuie. Et même, je ne suis pas le seul médecin dans la salle qui appuie 21 ans. Monsieur le Président, c'est clair, nous, ce qu'on veut, c'est protéger le cerveau de nos jeunes. À la CAQ, la marijuana, c'est légal, mais ce n'est pas banal. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, le projet de loi du ministre médecin caquiste, ce sera un des premiers projets de loi du gouvernement et déjà, il refuse la consultation. Déjà, il ignore volontairement la science. Déjà, il augmente plutôt que réduire le risque de dommages liés à la consommation. Pourquoi? Pour préconiser une approche purement idéologique, Monsieur le Président. Est-ce que ce sera toujours l'approche du gouvernement de choisir l'idéologie, de choisir les sondages, de choisir le populisme plutôt que la science? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, attention, s'il vous plaît. Non. Ce que la science nous dit, c'est que la marijuana endommage le cerveau et plus on la consomme tôt, pire c'est. Ce que la science nous dit, c'est que les épisodes psychotiques surviennent après 1 à 3 consommations de marijuana. Ce que la science nous dit, c'est que plus on commence tôt, pire c'est. Nous, ce qu'on veut, c'est protéger nos jeunes. Chez nous, la marijuana, c'est légal, mais ce n'est pas banal, Monsieur le Président. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Soyez attentifs. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, on ne remplace pas les applaudissements par des cris, par des rires. Ça va bien, on continue. Alors, je vous demande votre collaboration. Et on continue. Question principale, député de Saint-Laurent. Vous êtes reconnu. Monsieur le Président, en campagne électorale, la CAQ a promis bien des choses, dont notamment les maternelles 4 ans, mur à mur, en 5 ans. Le premier ministre a même affirmé, en plein débat d'échec, qu'il est prêt à démissionner s'il n'est pas en mesure de livrer cette promesse. Quant à son ministre de l'Éducation, il dit qu'il ne veut pas agir comme un bulldozer ni un rouleau compresseur. Pourtant, il n'écoute pas son réseau, il n'écoute même pas les centrales syndicales, les commissions scolaires, les chercheurs dans ce domaine. Et en plus, cette semaine, le pédiatre, M. Chicoine. Alors, Monsieur le Président, comment le ministre de l'Éducation veut être proche du peuple lorsqu'il n'écoute pas son propre réseau, qui lui disent clairement que les maternelles 4 ans, c'est irréaliste, mais surtout que cette promesse des maternelles 4 ans, mur à mur, ne sera pas en mesure de livrer cette promesse parce que son réseau n'a pas ni les ressources ni l'espace adéquat pour répondre à cette promesse. Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, c'est un peu décourageant d'entendre ça. C'est comme si on n'était pas capable, ça n'arrivera pas. Quel discours défaitiste, Monsieur le Président. Oui, on est capable au Québec de se donner des institutions. Oui, on est capable de bâtir des écoles quand on en a besoin. On est capable de former des professionnels, de former des enseignants, de mettre en place le meilleur réseau qui soit pour venir en aide à nos jeunes. Puis on va le faire en équipe. Je sais, ils ne sont pas tellement habitués à ça, mais on va le faire en équipe. On va travailler. Je travaille avec ma collègue, la ministre à l'Éducation, le ministre délégué à l'Éducation. Je travaille avec mon collègue, le ministre de la Santé. Je travaille avec mon collègue, le ministre délégué à la Santé aussi. Et on travaille tous ensemble pour que le 0-7 ans, ça soit un moment où on prépare les jeunes à une réussite scolaire. Parce qu'une vraie égalité des chances, là, c'est d'arriver en première année, après la garderie, après la prématernelle 4 ans, après la maternelle 5 ans, en ayant tous les outils nécessaires. Nous, on a cette ambition-là pour les jeunes, puis on vous invite à nous aider à le faire pour le bien commun. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent. Monsieur le Président, est-ce que les commissions scolaires manquent d'ambition? Est-ce que la Fédération autonome de l'enseignement, qui aujourd'hui a écrit une lettre, manque aussi d'ambition? Est-ce que travailler en équipe, c'est aussi de faire la sourde oreille? Est-ce que c'est aussi de jouer sur les mots lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de problème de rareté, mais simplement un problème de trouver les enseignants? Est-ce que le ministre de l'Éducation peut aujourd'hui dire qu'effectivement, il y a effectivement un problème de pénurie d'enseignants et trouver les enseignants supplémentaires? Parce qu'à Montréal, on a besoin de 800 et à la capitale nationale, 200. Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, les acteurs du réseau scolaire, je les connais bien. J'étais dans l'opposition il y a quelques mois et depuis 4 ans que je parle avec les représentants des centrales syndicales, les représentants de l'Association des cadres scolaires et tous ces groupes-là. Et la plupart, ils nous disent que c'est possible. Ils veulent travailler à la solution. Ils veulent bâtir un système qui sera meilleur. Oui, il y en a quelques-uns qui veulent
résister contre le changement. Mais les défenseurs du statu quo, il va falloir qu'ils expliquent aux parents pourquoi c'est normal d'aller au privé pour des diagnostics, pourquoi c'est normal de ne pas avoir de service. Moi, je pense que c'est ça, les défenseurs du statu quo. C'est ça qu'il faut qu'ils disent aux parents. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent. Monsieur le Président, je suis tellement heureuse d'entendre Monsieur le ministre de l'Éducation dire qu'il veut travailler en équipe. Encore faut-il qu'il donne rendez-vous aux commissions scolaires, celles qui désirent abolir. Elles aimeraient en entre-temps l'entendre, s'asseoir avec lui et collaborer. Les centrales syndicales aussi sont inquiètes et aimeraient avoir d'autres rencontres et discuter avec le ministre de l'Éducation. Peut-il, s'il vous plaît, ouvrir son agenda parce que c'est bien beau de les rencontrer quand on est dans l'opposition, mais c'est quand on est au gouvernement que ça compte. Bravo. Ministre de l'Éducation. Je pense que ma collègue a pas reçu le mémo, mais ça faisait pas 24 heures que j'étais nommé ministre de l'Éducation et je rencontrais la Fédération des commissions scolaires. C'est le premier des groupes que j'ai rencontré, la Fédération des commissions scolaires. Après ça, j'ai rencontré la CSQ, la FAE. C'est pas compliqué, là. Tous les acteurs du réseau de l'éducation, on travaille en collaboration avec eux. Et souvent, ce qu'ils nous disent d'ailleurs, c'est qu'ils apprécient cette nouvelle attitude-là parce qu'on ne les met pas devant un fait accompli. On leur dit, voici la direction que nous prenons. Venez avec nous pour bâtir des nouveaux programmes, des nouveaux projets. Et ils sont d'accord pour collaborer. C'est ça, la nouvelle approche. Ben, cela met fin à la première période de questions et réponses orales de cette législature. Bravo à tous et à toutes.